Bonjour et bienvenue à ce webinaire du mercredi 8 juin 2022 intitulé La médecine, la télémédecine et ses enjeux, un levier pour rehausser l'accès à des services en français dans les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire au Canada. Mon nom est Nathalie Boivin. Je suis agente de mobilisation des connaissances à la Société Santé en français et il me fait plaisir d'être l'animatrice de ce webinaire. En début, j'aimerais reconnaître que je me situe sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples et lieu de la signature du traité de paix et d'amitié que les Mi'kmaq ont conclu avec la couronne britannique en 1725. Je remercie le peuple Mi'kmaq de leur hospitalité sur ces territoires non cédés. Quelques mots concernant la Société. Alors, la Société Santé en français est un mouvement national mobilisateur qui, par la force de ses 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux, a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français des communautés francophones et acadiennes vivant en situation de minorité linguistique au Canada. Les webinaires poursuivent 3 objectifs. Offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances, faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes et finalement, favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Les webinaires sont rendus possibles grâce au financement de Santé Canada. Notre présentatrice d'aujourd'hui est Mme Michèle Dorion. Michèle Dorion est physiothérapeute clinicienne à l'hôpital Montfort. Elle est professeure permanente à temps partiel au programme de physiothérapie de l'Université d'Ottawa. Michèle est candidate au doctorat à la faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. Son projet doctoral porte sur la satisfaction des patients et des professionnels de la santé quant à l'utilisation de la télémédecine en contexte francophone minoritaire. Michèle est membre du groupe de recherche sur la formation et les pratiques en santé et services sociaux en contexte francophone minoritaire, communément appelé le GREFOPS. Madame Dorion agit également en tant que collaboratrice sur divers projets qui touchent ses intérêts de recherche, que ce soit l'intégration des technologies de l'information, communément appelées TIC, dans le domaine de la santé, la mesure et l'évaluation des apprentissages auprès des futurs professionnels de la santé francophone ou encore de l'offre active des services de santé en français. Avant de passer la parole à notre conférencière du jour, j'aimerais vous informer que vous êtes toutes et tous présentement en mode sourdine, mais on souhaite votre participation tout au long de ce webinaire. Alors, vous êtes invités à utiliser la boîte de conversation au bas de votre écran, boîte de conversation communément appelée chat box. Également, tout au long du webinaire, il peut y avoir quelques questions de sondage interactif. Ces réponses sont facultatives et anonymes, mais on vous encourage grandement à participer. Et lançons un premier sondage interactif, question de vous connaître un peu plus. Alors, voyez apparaître à l'écran 3 questions. La première question est la suivante. Aviez-vous entendu parler de télémédecine avant de vous inscrire au webinaire aujourd'hui? Donc, vous choisissez une des options. Oui, souvent. Oui, mais vaguement. Non, pas du tout. Deuxième question, qu'on peut faire défiler la bande grise aux côtés de l'écran. Aviez-vous déjà utilisé la télémédecine, soit en tant que patiente ou en tant que professionnel de la santé? Alors, vous choisissez l'option qui correspond à votre situation actuelle. Et la troisième question au sondage interactif. Donc, encore une fois, vous défilez jusqu'à la question 3 en utilisant la bande grise. La question est, quel est votre niveau de satisfaction face à l'utilisation de la télémédecine? Donc, très satisfaisant, satisfaisant, un peu satisfaisant ou insatisfaisant. Une fois que vous avez répondu à chacune des questions, vous êtes invité à cliquer « Soumettre » de façon à ce qu'on puisse compiler les réponses de toutes les personnes qui sont présentement avec nous.
Alors, allez-y et on vous encourage à répondre aux 3 questions. Et pendant que les gens répondent aux questions et que les résultats s'accumulent, j'aimerais vous dire que nous sommes nombreux aujourd'hui à assister au webinaire et que vous êtes d'un petit peu partout au Canada, ainsi que dans la francophonie internationale. Donc, nous sommes très heureux de vous compter parmi nous, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, soyez les bienvenus, puis une belle occasion d'apprendre ensemble. Alors, est-ce qu'on a maintenant les résultats du sondage? Alors, par rapport à avoir entendu parler de télémédecine, donc 83 d'entre vous connaissez déjà la télémédecine, 17 vaguement. Par rapport à si vous avez utilisé la télémédecine en tant qu'intervenant ou patient, donc oui, souvent pour 28 d'entre vous, quelquefois pour 56 d'entre vous et jamais pour 17 Donc, c'est très intéressant. Merci d'avoir répondu. Ça nous permet de bien vous connaître. Et quant au niveau de satisfaction face à l'utilisation de la télémédecine, alors c'est très partagé. 33 d'entre vous êtes très satisfaits, 39 satisfaits, 22 un peu satisfaits et 6 carrément insatisfaits. Alors, espérant que notre présentatrice du jour pourra nous alimenter davantage par rapport à la télémédecine auprès des communautés francophones et acadiennes. Madame Dorion, c'est maintenant. Donc, premièrement, merci Nathalie pour la belle présentation. Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment ravie de passer un moment avec vous aujourd'hui pour explorer un thème qui me tient réellement à cœur, c'est-à-dire l'intégration de la télémédecine pour améliorer l'accessibilité à des services en français dans les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire. Donc, comme Nathalie l'a mentionné tantôt, je suis physiothérapeute depuis déjà 20 ans, dont 10 ans à l'hôpital Montfort. Donc, je tenais à le souligner parce que par souci de transparence, c'est le milieu dans lequel va se dérouler ma collecte de données pour mon projet de recherche doctorale. Puis, avant de continuer, bien entendu, j'aimerais prendre un moment pour remercier et reconnaître le soutien financier du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, ainsi que du Consortium national de formation en santé, le volet Université d'Ottawa, pour encore une fois leur appui en lien avec mon projet doctoral. Donc, rapidement, le plan aujourd'hui, c'est d'explorer la télémédecine, ensuite son intégration dans les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire. Et à la fin, je vais avoir l'occasion de vous présenter les résultats préliminaires de ma recherche. Donc, c'est parti. Donc, ce n'est pas une grande surprise. L'intégration des dispositifs électroniques occupe une place de plus en plus grandissante dans le domaine de la santé. Donc, on n'a qu'à penser, par exemple, au dossier électronique du patient, à l'imagerie numérique. Donc, je voulais prendre un instant pour bien définir la télémédecine par rapport à la téléconsultation, parce que ce sont deux termes qui sont souvent utilisés de façon interchangeable, alors qu'ils ne désignent pas toujours le même phénomène. Donc ici, la télémédecine, c'est en quelque sorte le mot ou le terme parapluie qui englobe plusieurs différentes applications. Donc, elle est définie comme une façon de communiquer avec un professionnel de la santé par voie électronique. Donc, on peut penser, par exemple, à la téléexpertise, la télésurveillance. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler plus spécifiquement de la téléconsultation, qui est une application de la télémédecine. Donc, la téléconsultation peut, elle aussi, se décliner sous deux différentes formes, c'est-à-dire par téléphone ou par vidéoconférence. Un peu comme qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. C'est essentiellement l'objet de mon projet d'étude. Donc, je la définis comme une consultation virtuelle bilatérale en temps réel par transmission audio et vidéo entre un patient professionnel de la santé qui ne retrouve pas au même endroit. Donc, la téléconsultation, bien entendu, elle est destinée à augmenter l'accessibilité à des soins de santé et les principaux leviers
pour adopter la téléconsultation incluent la prise en charge et la gestion des personnes atteintes de maladies chroniques, par exemple, des personnes atteintes avec le diabète, l'insuffisance cardiaque, pour pallier au vieillissement de la population, ce qui est particulièrement important chez les communautés francophones. Ensuite, et dernièrement, pour augmenter l'accessibilité des soins pour les personnes, évidemment, résidant dans les communautés rurales ou éloignées, qui n'ont pas facilement ou directement accès à un professionnel de la santé. Donc, bien entendu, aujourd'hui, je ne peux pas vous parler de la téléconsultation sans faire référence au fameux coronavirus. Donc, définitivement, la pandémie a donné lieu à des innovations transformatives qui nous ont fait réaliser des bonds importants en téléconsultation. Donc, l'utilisation de ce genre de dispositif a permis de répondre et permet encore de répondre à la demande croissante des soins de santé ou même d'assurer la continuité des soins tout en diminuant l'exposition potentielle du virus chez les patients et les professionnels de la santé. Donc, quelques données intéressantes. L'Inforoute Santé du Canada, qui est une organisation à but non lucratif qui contribue à l'amélioration continue de la télémédecine au Canada, a noté dans son rapport que la proportion de visites par téléconsultation pour consulter un médecin, donc on parle ici seulement des médecins, se chiffrait à 4 avant la pandémie, alors que maintenant, on remarque une hausse allant jusqu'à 60 Parallèlement, l'Ontario Telemedicine Network, qui est un chef de file en matière de télémédecine au Canada et qui est reconnu aussi à l'échelle mondiale depuis 20 ans, a réalisé beaucoup de consultations virtuelles depuis le début de la pandémie, 471 pour être plus précise, qui correspond à 10 fois plus de consultations par mois pré-pandémie. Au-delà des mérites qu'on lui accorde en lien avec la gestion de la pandémie, la téléconsultation, à mon sens, représente également un terrain fertile pour augmenter la disponibilité et l'accessibilité à des services en français parmi les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire. On le sait qu'au Canada, nous avons 2 langues officielles, donc la langue revêt une dimension particulière pour la santé. Comme la communication demeure l'outil de base lors des interventions en santé, il peut être difficile pour une personne de partager son vécu, son expérience, de bien décrire ses symptômes dans une autre langue que sa langue première, quel que soit son niveau d'aisance avec la langue majoritaire, c'est-à-dire l'anglais. En fait, selon Bouchard et collaborateurs, reconnaître la sensibilité culturelle des communautés francophones constitue un des déterminants sociaux de la santé au Canada. On note dans les écrits, mais aussi dans la pratique, que cette barrière linguistique a un impact important, non seulement au niveau de la qualité des soins, mais également au niveau de la sécurité des patients et des patientes. Donc, on a des erreurs de diagnostic, ce qui amène à un nombre plus élevé d'événements indésirables. On a nécessairement recours de façon plus importante aux tests de laboratoire ou d'imagerie, ce qui peut provoquer une durée de séjour prolongée à l'hôpital. On remarque également un plan de traitement souvent sous-optimal pour les patients francophones, ce qui nous amène à une gestion inadéquate des maladies chroniques. Et on note aussi plus récemment la question du consentement. Est-ce que là où la patiente est en mesure de bien comprendre les bénéfices et les risques associés à une intervention pour prendre une décision libre et éclairée? Donc, les communautés francophones au Canada sont dispersées sur notre vaste territoire. Aujourd'hui, je vais vous parler des communautés francophones en Ontario comme exemple parce que c'est la province dans laquelle va se dérouler ma recherche, premièrement. Et deuxièmement, la plus forte concentration des communautés francophones en situation minoritaire au Canada se situe dans la province de l'Ontario. En fait, les Franco-Ontariens, Ontariennes, en comparaison avec leurs homologues anglophones, se distinguent par leur profil. Ils sont généralement plus âgés, moins scolarisés
et plus sédentaires. Ce sont également des communautés qui demeurent dans des régions éloignées, donc typiquement plus rurales. Donc, ce sont des communautés ou des patients-patientes qui doivent parcourir de longues distances pour pouvoir consulter un professionnel de la santé. Selon Statistique Canada, ce sont également des communautés qui sont confrontées au plus petit ratio de médecins pouvant offrir des services en français ou même capables de maintenir une conversation en français, ce qui fait en sorte que les patients sont placés souvent sur des listes d'attente. D'ailleurs, l'enquête récente de Bélanger et collaborateurs ont exploré l'accessibilité des services auxiliaires en santé pour les Franco-Ontariens, Ontariennes demeurant dans la région du nord-est de la province. Puis ici, on parle, par exemple, de physiothérapie, orthophonie, ergothérapie. 40% des personnes utilisant ce genre de service ont dû être placées sur une liste d'attente. Bref, trouver des professionnels de la santé qui ont à la fois une expertise médicale et la compétence de pouvoir communiquer dans la langue de choix du patient demeure toujours à ce jour un défi pour le réseau de santé dans ces régions. Ce qui nous amène à l'importance de la téléconsultation. Donc, par sa capacité de rendre un échange entre un patient et un membre du personnel soignant francophone qui ne se retrouve pas physiquement au même endroit, ce dispositif, à mon sens, permettrait de pallier à plusieurs défis rencontrés par les communautés franco-ontariennes, dans ce cas-ci, mais aussi les communautés francophones au Canada. Par exemple, au niveau de la disparité territoriale, un patient pourrait communiquer avec un professionnel dans une autre région, ce qui permettrait de réduire les délais d'attente et aussi de pallier à la pénurie de professionnels bilingues ou même francophones. Puis, en fait, ce que je dis aujourd'hui, c'est appuyé par le rapport récent du commissariat aux services en français. On note dans son rapport que devant la hausse de la demande pour les services de santé, partout, améliorer la disponibilité des plateformes numériques donnant accès à des professionnels pouvant offrir des soins en français demeure une des actions prioritaires à entreprendre. Donc, ce faisant, la propulsion rapide de la téléconsultation, notamment durant la pandémie, a mené à des questionnements relatifs à la faisabilité clinique et quel genre d'outils cliniques est nécessaire pour guider son intégration viable et optimale dans le milieu clinique. Donc, ce qu'on utilise généralement, ce sont des questionnaires de satisfaction, mais avant, je vous présente rapidement les étapes d'une implantation d'un programme de télémédecine. Donc, à Montfort, où se fait encore une fois la collecte de données pour mon projet, on a fait une analyse des besoins. On a choisi l'application qu'on voulait mettre en œuvre, donc le dispositif. On a utilisé, par exemple, la plateforme Microsoft Teams. On a fait un pilotage et là, on est rendu à évaluer son implantation dans les différents secteurs de l'hôpital. Donc, pourquoi la satisfaction comme indicateur? En fait, la satisfaction est une donnée clinique qui est couramment utilisée depuis des années, depuis les années 70 ici au Canada, par les cliniciens, les chercheurs, les administrateurs pour appuyer les décisions stratégiques, financières et organisationnelles au système de santé. Dans le cas de la téléconsultation particulièrement, on utilise la satisfaction parce que c'est connu comme étant un indicateur de l'utilisation de la téléconsultation. Bref, plus on est satisfait, plus on va utiliser la téléconsultation. Comment on mesure la téléconsultation? Avec un questionnaire de satisfaction auto-administré. Donc, ce genre d'outil est attirant parce que c'est facile, c'est rapide, ça peut être diffusé à grande échelle. Par contre, comme tous les instruments de mesure, elle comporte également des limites. En fait, dans la littérature, on se questionne par rapport au développement de ce type d'outils cliniques, notamment ce qui concerne la démonstration de la validité de son construit puis la fidélité à l'écart de l'interprétation des scores obtenus.
plus en lien avec le contexte de la présentation d'aujourd'hui. Un enjeu socio-linguistique important existe. D'ailleurs, c'est ce qui a motivé mon projet de recherche au doctorat. Les questionnaires qui sont couramment utilisés existent uniquement en anglais. Donc, on n'est pas capable d'aller capter nécessairement le ressenti des francophones. C'est pour ça que le but général de mon projet de recherche est non seulement de développer, mais de valider des questionnaires de satisfaction quant à l'utilisation de la téléconsultation auprès des patients et aussi les professionnels de la santé en contexte francophone minoritaire. Donc, je veux développer des questionnaires qui sont appuyés par des choix méthodologiques qui tiennent compte de la réalité socio-linguistique des francophones et qui sont sensibles pour détecter les besoins des communautés francophones en situation minoritaire. Je vous épargne là, toutes les étapes du développement de mes questionnaires parce qu'on va manquer de temps, mais rapidement, on voit ici là, un schéma qui représente les grandes lignes. Donc, j'ai développé 4 questionnaires. Un questionnaire en français et en anglais pour les patients, ainsi qu'un questionnaire en anglais et en français pour les professionnels de la santé. Pourquoi? Parce que, selon moi, ça fait partie de l'offre active des services, d'offrir l'outil clinique dans la langue du choix du patient ou du professionnel de la santé. Donc, pour les questionnaires de satisfaction des patients, je vais évaluer, on voit ici 22 items. J'essaie de voir si j'ai... Non, c'est bon. 22 items liés à la satisfaction sous différentes dimensions et des variables contextuelles. Puis pour les patients, les professionnels, pardon, j'ai 27 items. Donc, j'ai 21 items liés à la satisfaction et 6 items qui mesurent des variables contextuelles. Donc, mes questionnaires ont été hébergés sur le logiciel sécurisé de REDCap à l'hôpital Montfort et ils ont été diffusés auprès de patients professionnels de la santé qui ont utilisé un service de téléconsultation dans les différents secteurs d'activité de l'hôpital Montfort. D'ailleurs, on les voit ici. Donc, suite à ça, j'ai fait un premier pilotage du 2 au 25 mars. J'ai amendé quelques items, j'ai modifié mon échelle de mesure. J'ai choisi de faire un deuxième pilotage du 26 avril au 17 mai. Puis aujourd'hui, ce que je vous présente comme résultat découle naturellement là, de mon deuxième pilotage. Donc, juste pour vous donner une idée de qui a répondu à mes questionnaires, j'ai 5 patients, donc avec malheureusement un taux de réponse de 14 %. Dans mon premier pilotage, j'avais un taux de réponse de 26 %. D'ailleurs, c'est ce que je visais. C'est pour ça que j'ai choisi de façon aléatoire 35 patients pour mon échantillonnage initial. Je me suis dit, bon, s'il y a un taux de réponse de 20-25 %, je risque d'avoir 10 à 15 patients. En ce qui concerne les professionnels de la santé, j'ai eu un taux de réponse intéressant, 73 %, donc j'ai seulement fait un rappel. Regardons les données pour les patients. Donc, ce qui est intéressant à constater ici, les patients ont mentionné dans 100 % des cas que leur langue maternelle était le français et 80 % de ces répondants ont choisi de compléter le questionnaire en français. D'où l'importance d'avoir un outil clinique linguistiquement adapté pour les francophones. Au niveau du genre, c'est quand même assez mixte, hommes-femmes. Mais ce qui est intéressant, c'est si on regarde plus attentivement le groupe d'âge. Donc, à partir de la couleur jaune, bleu et vert, on voit que ce sont des patients plus âgés, ce qui m'a étonnée, honnêtement. Donc, des patients âgés de 55 ans et plus qui utilisent la téléconsultation et qui utilisent la téléconsultation pour différentes raisons. Donc, ça ouvre les portes non seulement à une consultation avec un médecin de famille, mais on voit ici que même malgré le petit échantillonnage, que les patients ont consulté, 2 patients en fait ont consulté cardiologue, un patient psychiatre, un autre patient chirurgien orthopédiste et malheureusement, il y a un autre patient qui n'a pas précisé, mais on voit quand même une belle brochette malgré le petit échantillonnage. Ils ont utilisé la téléconsultation aussi pour différentes raisons, donc pas seulement pour un premier contact, mais également pour une consultation préopératoire et des suivis.
En ce qui concerne, ça c'est intéressant, là, tantôt, quand on a fait le recensement, on voyait qu'il y avait quand même une bonne proportion qui était qui avait déjà utilisé la téléconsultation, la télémédecine, je devrais dire, puis qu'au niveau de satisfaction, ça pouvait varier un peu plus. On le voit ici, c'est la moyenne des scores par item pour la satisfaction des patients. Ce n'est pas étonnant de constater que les patients sont satisfaits. On remarque la même chose aussi dans la littérature. Donc, le plus haut score est 4,8, alors que le plus petit score est de 3. Puis, si on se fie à la légende ici, c'est plus ou moins satisfaisant. Je vais juste prendre un instant pour regarder de plus près cet item-là. OK? Donc, l'item 15, c'est la téléconsultation permet aux professionnels de la santé de répondre à mes besoins de la même façon qu'une visite en personne. Donc, parmi les 5 participants, 2 participants se disaient insatisfaisants. Par rapport à ces données-là, j'aimerais souligner que ma méthodologie, c'est un devis mix séquentiel explicatif. Donc, aujourd'hui, je vous présente des données quantitative suite à la diffusion de mon questionnaire. Vendredi, je diffuse à grande échelle à 1500 patients francophones qui ont utilisé un service de téléconsultation à l'hôpital Montfort et 150 professionnels de la santé, parce que c'est la banque qu'on a actuellement de professionnels de la santé. Mais suite à ça, suite aux données, je vais faire des entretiens semi-dirigés. Donc, je vais m'entretenir avec les patients, les professionnels de la santé pour aller creuser, d'aller un peu plus en profondeur pour comprendre quels sont les facteurs réellement qui sont susceptibles d'expliquer le degré de satisfaction qui vont être nécessairement liés aux barrières et aussi aux facilitateurs là, de la téléconsultation. Dans ce cas-ci, par exemple, ça serait intéressant d'aller m'entretenir avec certains des participants pour mieux comprendre leur perception. Et dans le but ultime de mettre en place les meilleures pratiques. On continue avec les données rapportées par les professionnels de la santé. Donc, on se rappelle que j'avais 11 participants. Et ici, c'est vraiment cohérent, là. 91 des professionnels de la santé ont rapporté que leur langue maternelle, c'est le français et 81 ont rapporté qu'ils souhaitaient compléter le questionnaire en français. Ici, on voit, au niveau des genres qu'il y a plus de femmes que d'hommes et sincèrement, ça ne m'étonne pas du tout parce que c'est aussi ce que je remarque dans mon milieu de travail. On voit ici au niveau du nombre d'années travaillées comme professionnel de la santé qu'il y a plusieurs professionnels, en fait, la majorité qui ont quand même une belle expérience. Donc, plus de 10 ans d'expérience qui ont commencé à utiliser la téléconsultation. On remarque ici la moyenne des scores par item pour les professionnels de la santé. Donc, on voit ici, comparativement avec les patients, que les professionnels de la santé sont généralement moins satisfaits. Puis en fait, c'est ce que j'entends aussi dans mon milieu, c'est ce que je vis aussi comme professionnel qui utilise la téléconsultation. Les professionnels sont plus critiques. Donc ici, le score le plus élevé, c'est 4,8 et le score le plus bas, c'est encore un 3,0 comme les patients. Mais si on regarde le score le plus élevé, c'est intéressant, ça part de la communication. Donc, ma patiente peut communiquer dans la langue officielle de son choix durant la téléconsultation. La majorité des participants ont coté très satisfaits. Donc, encore une fois, on peut penser, malgré le petit échantillonnage, j'ai hâte de voir avec la diffusion officielle de mon questionnaire, que la téléconsultation peut ouvrir les possibilités quant à l'offre de services de santé en français pour les communautés francophones. Ici, on voit qu'il y a une belle brochette de spécialités. Donc, encore une fois, là, ce n'est pas seulement un médecin de famille, on peut avoir accès à un cardiologue, un chirurgien, ergothérapeute, gériatre, les soins primaires, mais aussi santé mentale et toxicomanie, qui est de plus en plus sollicité de ce temps-ci durant la pandémie, et que c'est utilisé pour différentes raisons. Pas seulement des consultations initiales qu'on voit ici à 24 %, mais aussi en consultation préopératoire. Puis on a quand même un petit 10 % de traitement
Intéressant. Suivi de l'éducation, communication du diagnostic. Pour finir, j'ai demandé aux patients et aux professionnels de la santé, en vous basant sur votre expérience jusqu'à maintenant, est-ce que vous continuerez d'utiliser ou d'avoir recours à la téléconsultation? Et malgré les scores plus faibles des professionnels de la santé, malgré que certains étaient, mon côté, moins satisfaits parmi ces deux catégories d'utilisateurs, c'est unanime, 100%. Mais je tiens à dire que la téléconsultation, ce n'est pas une recette attrape-tout, ce n'est pas une finalité en soi. Mais je trouve ça, à mon sens, fondamental de développer des outils, comme j'ai mentionné tantôt, qui vont viser l'équité pour des soins de santé parmi les personnes en situation minoritaire. Puis en fait, une fois que mes questionnaires vont être validés et que ma recherche va être concluante, bien entendu, les questionnaires que je développe vont être disponibles gratuitement pour les parties prenantes, pour les administrateurs, cliniciens, cliniciennes, peu importe, responsables d'intégrer un programme de téléconsultation au Canada parce que des questionnaires validés en français ou même dans les deux langues officielles représentent des instruments linguistiquement adaptés pour mieux cibler les besoins, encore une fois, de nos francophones, qui est une question de sécurité, une question de qualité, d'éthique professionnelle et d'efficacité de nos soins de santé pour cette population. C'est tout. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Michel. Ça a été très intéressant. Puis là, je vois des petites mains qui applaudissent, qui montent dans l'écran. Donc, beaucoup de gens qui sont satisfaits de ce qui a été présenté. C'est drôlement intéressant. Et puis, maintenant, il nous reste une belle période de temps pour échanger avec vous. Donc, Parfait. Vous êtes définitivement invités, participantes et participants, à lever votre main. Si vous souhaitez poser une question en direct à notre conférencière, vous n'avez qu'à lever votre main et on vous accordera le droit de parole. En fait, on a une première personne qui a la main levée, donc Jacinthe Savard. Donc, Madame Savard, si vous voulez poser votre question, s'il vous plaît. Par la suite, on ira avec Madame Saveria Caruso. Oui, bonjour. Merci, Michel, pour cette présentation-là. Très intéressant. Je me demandais si tu pouvais nous en donner un petit peu plus d'informations sur les questions contextuelles qui sont posées parce que au-delà de juste savoir si c'est un traitement ou un suivi, ça peut dépendre du type de traitement aussi, du type de suivi. Si la consultation, téléconsultation pouvait ou ne pouvait pas remplacer une consultation en personne. Oui, c'est une excellente question. Donc, je suis en train de regarder sur mon ordinateur parce que je vais vous expliquer plus spécifiquement les dimensions justement là, qui ont été explorées par rapport au questionnaire, au développement de mes questionnaires. J'avais 3 grandes catégories de questions. Donc, premièrement, je pose des questions sur la coordination des soins. Puis, à l'intérieur de cette première catégorie, je vais parler d'accessibilité, je vais parler de la prise de rendez-vous. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est l'interaction patient-soignant où on va retrouver des dimensions par rapport à la confidentialité. OK? La sécurité des données personnelles, on est dans l'ère numérique, donc c'est une préoccupation à la fois chez les patients et les professionnels de la santé. Et là, je parle aussi de la communication. Donc, est-ce que justement, le patient pouvait communiquer dans la langue officielle de son choix? Puis, est-ce qu'on était à l'aise à interagir par la téléconsultation? Puis, est-ce que le patient sentait qu'il recevait le même traitement qu'une visite traditionnelle en personne? On a aussi des dimensions par rapport au cadre thérapeutique. Puis, la dernière catégorie, c'est l'aspect technologique, bien entendu. C'est important. Est-ce que le dispositif était fiable? Est-ce qu'il y avait une belle qualité au niveau du son? Est-ce que je voyais bien aussi mon professionnel de la santé? Puis aussi, dernière petite dimension pour les professionnels de la santé, c'est la formation. C'est
l'une des barrières les plus citées dans la littérature. Les professionnels de la santé ne sentent pas qu'ils ont une formation adéquate, adaptée pour l'utilisation de la téléconsultation dans leur milieu clinique, puis ça devient en fait une barrière. Est-ce que ça répond, Jacinthe, à ta question? Oui, ça répond partiellement. J'ai l'impression que OK. ce que tu m'as nommé, c'était les questions de satisfaction, mais tu as dit qu'il y avait des questions contextuelles aussi. Oui, OK, je m'excuse. Oui, il y avait des questions. Donc, je demande, évidemment, les questions socio-démographiques, le genre, les catégories d'âge, dans quel domaine ils travaillent, pourquoi ils ont recours à la téléconsultation, quand ils ont utilisé la téléconsultation, parce que j'ai envie de comparer aussi pré- et post-COVID. Donc, c'est essentiellement les variables là, que je vais explorer avec les professionnels et les patients. Ça pourrait être intéressant de leur demander une question ouverte. Je sais que c'est plus difficile à analyser, mais s'ils trouvent que ça n'a pas été pareil comme la consultation en personne, c'est quoi qui n'a pas été pareil? C'est l'idée d'aller m'entretenir avec eux. Oui, parce que moi, j'ai eu deux expériences avec mon médecin de famille, l'examen annuel, qui m'a dit, il faut que tu reviennes au mois de septembre pour faire ton test PAP, parce que finalement, tu sais, dans le fond, elle n'aurait pas eu besoin de m'appeler pour faire mon examen annuel quand finalement, elle m'a juste posé quelques questions, puis il fallait que je retourne dès que ça serait ouvert parce qu'elle n'a pas pu faire l'examen annuel, dans le fond. Ou l'orthopédiste qui, lui, d'habitude, je vais passer une radiographie, puis après ça, il faut que j'attende 1 heure dans la salle d'attente pour qu'il me donne les examens de ma radio. Puis finalement, là, je suis allée passer ma radiographie, je suis revenue chez moi, puis il m'a appelé le lendemain pour me donner mes résultats. C'était beaucoup plus facile, c'était beaucoup plus simple. C'est deux expériences complètement différentes pour savoir si ça a pu remplacer la consultation réelle. Bien, c'est ce que les professionnels rapportent, qu'au niveau du temps, c'est gagnant la téléconsultation. Puis en fait, ça leur permet souvent de voir plus de patients. Mais c'est gagnant à condition qu'on ne soit pas obligé de retourner. C'est ça. C'est ça. Bien, c'est un outil, ça ne remplace pas, c'est complémentaire. Oui. Parce que moi, l'examen annuel, j'aurais bien pu laisser tomber l'examen annuel par téléphone, là, puis faire juste l'examen. Exact. La journée qu'elle pouvait le faire au complet. Là. C'est deux sessions complètement différentes. Retourner une deuxième fois, je trouve que c'est une perte de temps. Là. C'est juste ça. Oui, puis je pense que les professionnels sont quand même en rodage. Oui. Ils sont en ajustement aussi par rapport à... Pour choisir qu'est-ce qu'on fait virtuel. Pour bien cibler les bons patients, les meilleurs cas pour utiliser la télémédecine. Parfait, merci. Je vais laisser la place à d'autres. Merci beaucoup, Jacinthe, d'avoir posé votre question. On a une deuxième. Dans ce cas-là, on va passer à Saveria Caruso. Donc, Saveria, si vous voulez poser votre question en direct, oui, allez-y, votre micro est ouvert. Oui, ma question, c'était au sujet de la recherche quand elle se termine, mais j'avais aussi quelques petites questions intermédiaires à savoir, parce que si elle se termine, est-ce que vous allez avoir des rapports intérimaires? Car cette recherche pourrait contribuer à souligner l'importance de l'accès aux soins de santé en français. Et donc aussi, je veux savoir s'il y aurait un aspect intelligence artificielle, parce que je pense qu'on s'en va dans ce domaine. Et aussi, vous avez parlé de l'éthique, donc ça c'est très bien. Est-ce que les patients, par rapport au rapport des résultats des tests, par exemple, vous avez déjà parlé de la confidentialité, de la vie privée, etc. Mais cette recherche, en plus, est-ce qu'elle va elle va permettre à identifier, parce que je sais que les professionnels de la santé, vous dites qu'ils ne sont pas toujours satisfaits, mais est-ce que ça va permettre d'identifier ou permettre à plus de professionnels de la santé de s'identifier en tant que francophones, parce qu'on a besoin justement plus de professionnels de la santé francophones. Alors, je sais que c'est beaucoup de questions, mais peut-être que vous pouvez répondre. Je me suis prise des notes. Okay. Je vais faire de mon mieux. Okay. Donc, pour les mobilisations des connaissances, pour la diffusion des données de mon projet, en fait, je suis déjà en train de rédiger un article pour la revue Reflet, qui va être déposé sous peu avec les résultats de mes données préliminaires. Parfait. Bravo. Donc, premièrement.
Parce que je suis, comme j'ai mentionné tantôt, en mode collecte de données. Donc, vendredi, je lance officiellement mon questionnaire pour les patients et les professionnels de la santé. OK. Donc, pour 3 semaines. Ensuite, je suis en analyse cet été pour, j'espère, je croise mes doigts, commencer mes entretiens au mois de septembre. Donc, ça, c'est pour une des questions. Je ne parlerai pas d'intelligence artificielle dans mon étude. Donc, je me concentre vraiment sur la téléconsultation parce que on a vu aussi pendant la pandémie, c'était avant, mais encore plus important, le dispositif le plus utilisé là, parmi les différents secteurs d'activité clinique et dans les différents domaines de la santé. Donc, je pense qu'au niveau de la généralisation de mes données, ça va être beaucoup plus parlant. Parfait. Ça répond à vos questions, Saveria? Alors, on va passer maintenant à José Benoît. José, de l'Université d'Ottawa également. Allez-y, José. Bonjour Michel. Allô, José. Merci beaucoup. Ma seule question, je n'ai pas beaucoup de connaissances là, sur la télémédecine, ni beaucoup d'expérience à part peut-être une ou deux consultations avec mon médecin de famille par téléphone. Donc, est-ce qu'il y a des données ou est-ce que tes participants ont mentionné des choses sur le lien relationnel entre le professionnel et le patient en mode virtuel? Tu sais, parce qu'on parle beaucoup de communication au niveau de la santé, puis veut pas le contact physique, le contact humain, il y a quelque chose à voir aussi. Oui. Donc, est-ce que le mode virtuel brime un peu ça? Ça, c'était ma première question. Et la deuxième, est-ce que ça fait quand même quelques années qu'on est là-dedans, là, la télémédecine. Est-ce qu'on a vu des manquements quelque part du fait que le professionnel ne peut pas voir physiquement le patient? Oui. Donc, pour répondre à ta première question, évidemment, la communication, c'est la pierre angulaire d'une relation patient-soignant. Donc, que ce soit en format par téléconsultation ou en personne, il faut en tenir compte. Puis, effectivement, j'ai posé des questions par rapport à l'aspect relationnel. Donc, par exemple, est-ce que le patient se sentait à l'aise de poser des questions avec son professionnel durant la téléconsultation, de partager ses inquiétudes avec son professionnel durant la téléconsultation? Est-ce qu'il sentait que son professionnel était aussi à l'écoute de ses besoins? Donc, c'est le genre de questions au niveau relationnel, communicationnel que j'ai posé, mais ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, si je me base là, sur la littérature récente, 2019-2020, les professionnels de la santé qui ont plus d'expérience sont plus à l'aise, alors que ils vont avoir, c'est-à-dire une évaluation beaucoup plus fluide, spontanée, alors que les résidents, qu'on appelle novices, par exemple, ça va être beaucoup moins structuré. Ils vont mettre de l'emphase beaucoup plus sur la technologie que l'aspect socio-émotif. Et là, en retour, les patients, ce qu'ils ressentent souvent, c'est qu'ils ne sont pas à l'aise de partager, de communiquer avec leurs professionnels parce qu'ils ressentent un manque d'écoute, d'empathie. Donc, ça, c'est pour répondre à ta première question, je pense. Oui. Donc, rappelle-moi ta deuxième question. Pour revenir à la première, je présume qu'il y a un besoin de formation avec ça pour les résidents ou les débutants, là, savoir comment gérer le mode virtuel justement pour garder cette relation-là. Oui, en fait, je viens de publier un article là, dans la revue Pédagogie médicale sur les enjeux de formation par rapport à la téléconsultation. Donc, nous, par exemple, à l'Université d'Ottawa, on vient d'intégrer un petit module sur la téléréadaptation. Les étudiants ont à passer une entrevue subjective avec un patient simulé pour un examen, pour se pratiquer justement, parce qu'on s'entend qu'il y a quand même des compétences
Hein? C'est un changement de paradigme. Là. Il y a des compétences qu'on doit développer qu'on ne fait pas nécessairement en personne. Donc, par exemple, de s'assurer que la personne est dans un environnement sécuritaire, qu'elle se sent à l'aise de partager son expérience, son vécu avec nous. Si, par exemple, c'est une patiente ou un patient qui a un trouble d'équilibre, est-ce qu'au niveau sécurité, est-ce qu'il y a quelqu'un avec eux? Quelles sont leurs coordonnées si on doit les contacter rapidement? Donc, il y a des nuances. Oui, parfait. La Merci deuxième, beaucoup. c'était au niveau s'il y a plus de risques de manque ou d'erreur, étant donné que le professionnel ne voit pas le patient, qu'il n'y a pas contact physique. En fait, je n'ai pas constaté, je n'ai pas lu dans les écrits, puis même que je te dirais, dans certains cas, c'est avantageux. Okay. Par exemple, je viens de lire un article sur la télédermatologie. OK. Puis ça disait comme quoi que les dermatologues étaient plus satisfaits au niveau du diagnostic parce qu'avec le zoom sur la caméra par téléconsultation, ils étaient plus en mesure d'évaluer la région pour poser un meilleur diagnostic. Alors qu'en personne, ce n'est pas toujours possible ou on est plus dans l'intimité de la personne. Okay. Je trouvais ça intéressant. Merci. Ouais. Merci, Josée, d'avoir posé la question. Et avant d'aller avec quelqu'un en direct, j'ai une question de la part d'Élissa Beaulieu qui se pose la question est la suivante. Oui. Est-ce que les patientes et patients sont à la maison lorsqu'il est question de téléconsultation? Et également, est-ce qu'il y avait des problèmes d'utilisation d'Internet? Parce que là, vous avez parlé tout à l'heure de ruralité. Donc, est-ce qu'il y avait des problèmes d'utilisation d'Internet qui ont été rapportés également? Donc, merci pour la question, Diane, je pense. Donc, oui, plusieurs personnes âgées ont utilisé la téléconsultation. Honnêtement, je ne sais pas si ça a été un choix. Je présume que oui, parce qu'à Montfort, c'est un choix d'offrir la téléconsultation et une visite en personne. Mais là encore, ça dépend si on était dans une vague de COVID. Donc, c'est pour ça aussi, dans mon questionnaire, je demande l'année qu'ils ont utilisé la téléconsultation. Ils ont, oui, effectivement, souvent des défis au niveau de l'ouïe, mais ce n'est pas ressorti, en tout cas, dans mon échantillonnage, parce que tous et toutes se disaient satisfaits de la qualité de l'image et aussi la qualité du son. Donc, oui, c'est examiné, puis ce n'est pas ressorti, en tout cas, dans mon échantillonnage comme étant une problématique. Mais la question d'Élissa était aussi, est-ce que les patients sont à la maison, qui me faisait penser que la téléconsultation, est-ce que ça aurait pu se faire, par exemple, dans le contexte d'un foyer de soins? Oui, en communauté? Absolument. Absolument, ou dans un centre communautaire aussi, souvent, accompagné d'une infirmière praticienne, par exemple. Parfait. Puis, je vous dirais, en tant que clinicienne, ça arrive souvent que les personnes âgées sont accompagnées d'un membre de leur famille pour... pas pour, comment je pourrais dire, pour compléter l'information qu'on leur pose comme question, parce que parfois, ce sont des personnes âgées connues avec des troubles cognitifs. Ils ne sont pas en mesure de tout nous donner l'histoire, de bien communiquer leurs besoins. Donc, c'est d'ailleurs un avantage de la téléconsultation. Ça fait en sorte que les familles sont plus présentes. Puis, juste avant de céder la parole à Julie Lantaigne, je vais poser la question de Diane Hoffman parce que ça rejoint bien ça. Elle avait mentionné, vous avez mentionné que plusieurs personnes âgées ont utilisé la téléconsultation. Est-ce que c'était leur choix, la consultation versus être vue en personne? Et qu'en est-il, excusez-moi, j'ai des problèmes de gorge, et qu'en est-il de problématiques comme des troubles de l'ouïe, par exemple, à ce niveau-là? Est-ce que c'était pour eux au téléphone ou via Zoom? Est-ce que ça devenait plus difficile pour communiquer et comprendre? Est-ce que c'est un facteur que vous avez examiné? Oui, c'est ça, je disais tantôt. Donc, c'est un facteur que j'ai examiné, puis ce n'est pas ressorti dans mon échantillonnage. Donc, tout le monde était satisfait de la qualité du son et de l'image. Donc, je présume qu'ils entendaient bien leurs professionnels de la santé. Puis, je tiens aussi à mentionner que les téléconsultations se faisaient par Teams. Parfait. Donc, pas par téléphone. Parfait. Et maintenant, Julie Lantaigne,
du réseau Santé du Sud de l'Ontario. Julie? Bonjour, merci. Moi, j'ai une couple de questions. Première, est-ce que vous avez mentionné le Nord-Est? Donc, est-ce que j'ai bien compris que les patients étaient dans le Nord-Est et ils appelaient ou ils faisaient contact avec le spécialiste qui était à Montfort? On a des partenariats aussi avec des établissements de santé dans le nord-est de l'Ontario. Donc ici, oui, les patients vont utiliser la téléconsultation dans les différents secteurs de l'hôpital Montfort, mais aussi on a des professionnels de la santé qui offrent des services de téléconsultation pour la région de Kapuskasing, Hearst. OK. Parce que les spécialistes dont vous avez nommé demandent une référence du médecin primaire. Donc, je voulais juste voir de quelle façon, mais là, on regarde spécifiquement une région, le Nord-Est, et spécifiquement un hôpital Montfort. Oui, en fait, on regarde l'hôpital Montfort. OK, c'est beau. Ma deuxième question, c'est est-ce que les spécialistes ont mentionné qu'ils pouvaient voir plus de patients, plus grand nombre de patients durant une journée qu'ils normalement pourraient voir s'ils devaient voir le patient face à face? Oui, ça, c'était mitigé. Puis je vous dirais que c'était souvent en lien avec les problèmes techniques et les problèmes pour céduler les patients. Donc, on n'est pas encore rodé pour céduler de façon rapidement les patients. Il y a plusieurs étapes qu'on n'avait pas à faire avant. Donc, ça, c'est une problématique là, Merci pour voir beaucoup. plus de patients. Oui. Parfait. Merci beaucoup, Julie. Merci pour toutes les personnes qui ont posé des questions jusqu'à maintenant. Vous allez voir apparaître un sondage d'évaluation du webinaire à l'écran. Donc, vous pouvez simplement répondre aux questions, mais on ne vous laisse pas aller tout de suite parce qu'on a encore quelques questions. Il y a une personne en ligne qui pose la question suivante. Est-ce que, excusez-moi, donc, je reviens avec la question et la suivante. Est-ce que vous avez des données par rapport à l'utilisation de la téléconsultation pour les personnes ayant une déficience intellectuelle? Est-ce qu'il y a des considérations auxquelles on devrait faire attention comme professionnel de la santé? Merci beaucoup pour cette question. Oui, en effet, merci. Donc, ce n'est pas une variable qu'on explore, mais ça pourrait définitivement faire partie de nos variables contextuelles au niveau de l'accessibilité à des services de santé, définitivement au niveau inclusion. C'est pour ça aussi, je suis très contente là, de partager avec vous aujourd'hui parce que mon questionnaire n'est pas encore officiellement diffusé, donc je peux faire des ajustements, je peux amender, ajouter des items pour que ça soit encore plus parlant là, au niveau des données. Merci pour cette question ou le commentaire. Parfait. On a une question de la part de Marie-Claude Thériault du côté du Nouveau-Brunswick. Sa question est la suivante. Lors d'une téléconsultation à l'hôpital Montfort, le patient est-il accompagné d'un membre du personnel soignant? Là, en fait, le patient qui utilise la téléconsultation, non, n'est pas toujours accompagné. Donc, s'il se retrouve à la maison, souvent non. Mais s'il décide d'aller dans un centre, comme je parlais tantôt, dans un centre communautaire, un autre établissement de santé, oui, généralement, là, il y a un membre du personnel soignant qui va s'occuper de l'installer puis d'assurer la connectivité avec nous à Montfort. Parfait, merci. On a un commentaire de la part de Christine Gilles. Je crois que c'est en lien avec des problèmes, des situations en santé mentale ou développementale. Elle indique qu'il y a des situations en santé mentale ou développementale où la téléconsultation n'est pas appropriée. Absolument. Le professionnel va juger en fonction de la situation spécifique du client. Tout Merci, à fait. Christine. Je suis entièrement d'accord. Donc, comme je disais tantôt, la téléconsultation n'est pas une finalité en soi, c'est un outil complémentaire et comme toute intervention, c'est toujours basé sur la personne avec qui on intervient pour lui offrir les meilleurs soins. Parfait. Puis là, on est à quelques minutes de la fin. Je vous invite tous à compléter l'évaluation du webinaire. Donc, vous pouvez répondre à chacune des questions en faisant défiler la bande grise qui est sur le côté de la boîte.
Et pendant que les gens font ça, Michel, est-ce que tu as un résultat que tu as obtenu jusqu'à maintenant qui t'a particulièrement surprise? En fait, pour nourrir un peu le commentaire de Mme Christine, je pense la télépsychiatrie, on a quand même des résultats intéressants au niveau de la satisfaction, c'est-à-dire que les patients sont généralement très satisfaits avec la télépsychiatrie. Puis en lisant, je me suis rendu compte que souvent, ce sont des patients qui sont plus satisfaits par rapport à une téléconsultation parce qu'ils se sentent dans leur zone de confort, dans leur environnement, donc beaucoup plus à l'aise de partager leur expérience, leur vécu. Donc, c'est ce qui m'a étonnée. Parfait. On a Saveria qui avait une dernière question à poser. Saveria, je crois que c'était en lien avec les francophones. Est-ce que les professionnels de la santé s'affichaient davantage comme francophones pour offrir leur service de téléconsultation? Je ne suis pas convaincue qu'on le fait d'emblée si vous faites référence à l'offre active des services en français. Mais là, je leur ai demandé explicitement là, dans mon questionnaire. Donc, ils ont répondu. Mais s'ils le font réellement en pratique, moi, je le fais, mais je sais que pas tout le monde le fait. Mm-hmm. Parfait. Donc, ce serait quelque chose encore à continuer à faire en sorte que les professionnels s'affichent davantage. Absolument. Francophones ou étant capables d'offrir. Marie-Claude Thériault, aussi du Nouveau-Brunswick, dit donc, si elle comprend bien, un membre du personnel soignant d'un centre de santé communautaire n'assiste pas à la téléconsultation avec le patient qui consulte à partir que ce soit de la maison ou d'un autre endroit ou d'un centre de santé. Ce n'est pas une obligation. Bien, non, ce n'est pas une obligation, mais encore là, ça dépend du patient. Donc, ça va dépendre. Est-ce que c'est une intervention qui se fait uniquement avec le patient ou est-ce que c'est une intervention qui va se faire, par exemple, moi, je suis physiothérapeute. Est-ce que moi, je peux être avec un patient, puis de l'autre côté, il peut avoir un chirurgien orthopédiste qui me demande, par exemple, d'évaluer la plaie post-opératoire de mon patient, de lui faire un rapport verbal. Donc, il y a différentes formules. Mais ici, généralement, les patients, non, c'est vraiment une interaction patient-professionnel de la santé. Donc, il n'y a pas d'autres professionnels de la santé. Madame Michèle Dorion, vous avez définitivement piqué notre intérêt pour la téléconsultation. Les nombreuses questions et interactions en témoignent bien. Je vous souhaite une excellente continuité dans votre recherche et j'ai bien hâte d'en apprendre davantage par rapport à l'utilisation de la téléconsultation par les communautés francophones et acadiennes. Et puis, Saveria Caruso dit elle aimerait bien avoir le lien de l'article qui paraîtra dans Reflet. Donc, on pourra vous fournir tout ça. Et un grand merci, Michel. Bonne continuité. Merci également à toutes les participantes et à tous les participants d'aujourd'hui pour votre grande interaction. À la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup.